Bien, écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Je vais commencer par me présenter, puis je prendrai le temps dans quelques minutes de présenter nos panélistes. Je suis Arnaud Herman, l'un des fondateurs et dirigeants d'EcoLearn, qui est un organisme de formation spécialisé dans le développement durable. Si vous souhaitez nous retrouver, on a un stand exactement au bout du couloir. Et je suis ravi de vous accueillir sur cette table ronde qui ne parlera pas de CSRD. Je pense que vous avez consulté le programme et c'est un peu le thème, le succès du moment. Donc on a pris un parti un peu différent et de vous parler d'un sujet qui nous paraît tout aussi important, tout aussi d'actualité, tout aussi critique, que nous avons exprimé de cette façon face à la criticité des risques ESG. Comment sortir les entreprises de l'immobilisme. Donc derrière cette accroche, ce qu'on souhaiterait évoquer pendant ces 45 minutes qui sont devant nous, c'est pointer le doigt sur ce paradoxe, qui m'a paru être un paradoxe assez intéressant. Alors, pour être tout à fait franc, quand j'ai eu cette idée, je me suis tourné vers quelques-uns des gens que je connais en me disant bon, est-ce que c'est pas un peu tarte à la crème cette question? Et on m'a confirmé que non, que c'était un vrai sujet, qu'en réalité on n'avait pas les réponses sur ce paradoxe qui est présenté, et qui est le suivant, c'est de se dire voilà. On est quand même dans une situation assez unique à l'histoire de l'échelle économique où on est face à des menaces qui naissent des critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui sont possiblement exceptionnellement puissants, qui sont de nature à déstabiliser de façon profonde le fonctionnement des entreprises et de l'économie. Et on en a des certitudes, et je demanderai à Béatrice un peu plus tard de nous en donner quelques illustrations et quelques exemples. Aujourd'hui, force est de constater que depuis quelques années, on ressent dans notre chair la concrétisation d'un certain nombre de ces effets sociaux, environnementaux, le changement climatique, les incendies, les feux de forêt, les inondations, etc. Donc ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont à portée de main. On commence à prendre conscience que ces éléments qui touchent plutôt la société, on pourrait aussi évoquer les éléments plus sociaux comme la crise des Gilets jaunes ou d'autres, commencent à avoir des répercussions assez profondes sur le fonctionnement même des entreprises, sur leurs fondamentaux. Et on a plein d'exemples autour de nous, alors qui sont de nature assez diverses. Ça peut être des manifestations qui tiennent lieu d'événements géopolitiques, d'évolutions sur les chaînes d'approvisionnement, des ruptures d'approvisionnement, des évolutions structurelles de coûts qui vont répercuter les chaînes de valeur. Mais on prend conscience qu'un certain nombre d'entreprises sont bousculées dans leurs fondamentaux face à ces sujets-là. Et donc on se dit, bon voilà, on est dans un moment assez grave. On a la chance d'avoir des dirigeants qui... pour la plupart sont éclairés, lucides, avec une démarche de prudence dans la conduite de leurs affaires. Et on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une prise en main assez puissante avec des démarches de fond qui se structurent. Et notre sentiment, mon sentiment en tout cas, et on posera cette question aux panélistes, c'est de constater qu'on est quand même plutôt dans une démarche qui est assez lente, une stratégie de petits pas, qui se produit encore beaucoup peut-être en sous-marin, mais on n'est pas dans un bouleversement des pratiques et des comportements des dirigeants et des entreprises. Donc c'est ce paradoxe-là qu'on aimerait soulever. Est-ce qu'il relève finalement des transformations qui sont beaucoup plus profondes mais qui ne sont pas encore dévoilées? Est-ce que ça relève des freins structurels, des forces de contradiction qui apparaissent aujourd'hui dans le champ des entreprises? Et quelles solutions surtout on pourrait envisager par rapport à ce paradoxe? Alors pour aider à discuter et à trouver des solutions, je vais pouvoir m'appuyer sur nos trois panélistes que je vais présenter dans leur ordre d'intervention. Béatrice Maillard, et je vais vous montrer la page suivante. Si tu veux bien, merci Mao. Béatrice Maillard, alors toi tu nous viens d'une filière de la finance en entreprise. Tu as eu plus de 15 années d'expérience en tant que directrice financière. Ton dernier poste étant chez Paris Society, entreprise événementielle et de restauration, où tu étais à la fois DAF et directrice RSE. Et tu as pris le parti d'approfondir cette dimension de la responsabilité en gardant ton assise et ton orientation du métier de la finance pour te former à bonne école, en l'occurrence chez EcoLearn, et ensuite proposer une nouvelle activité que tu appelles SFC, Sustainable Finance for Corporations, où tu vas proposer tes services en tant que consultante formatrice pour tes pairs ou tes anciens pairs qui étaient les directeurs financiers. Et je trouve que c'est un point de vue extrêmement intéressant que tu vas pouvoir dévoiler avec cette première question que je te poserai un peu plus tard, de nous dire comment, à hauteur de direction financière, tu vois se révéler les enjeux ESG dans les comptes de résultats, dans les bilans et donc dans les agrégats financiers, dans les fondamentaux financiers.
On a la chance également d'avoir François Perret parmi nous. François Perret, vous êtes directeur général de Pacte PME. Pacte PME qui est une association qui vous offre un point de vue unique d'observatoire de l'économie française à la croisée des grands groupes, des donneurs d'ordre et du tissu économique PME, TPE en France. J'ajouterais que... Alors, je ne vais pas citer l'étendue des différentes activités et interventions que vous avez, mais que vous avez une attache très particulière sur la question du partage de la valeur. Et vous aviez été rapporteur pour le ministre de l'économie et des finances autour de la question de l'intéressement et de la participation en entreprise, avec ce rapport que vous aviez appelé Partager plus pour se développer mieux, et qui visait à proposer des pistes de démocratisation de l'accès à l'épargne salariale. Donc c'est non seulement un poste d'observation particulièrement pointu que vous nous proposez, mais aussi avec cette sensibilité très, très forte sur les enjeux de développement durable dans leur ensemble. Et Laetitia Ménard, qui complétera le tour de table. Tu es ancienne dirigeante, toi aussi. Tu as longtemps été directrice d'une entreprise que tu as créée qui était dans le domaine du digital, de la cybersécurité, du côté de Toulouse. Et tu as pris le parti de t'éloigner de ce parcours, de reprendre des études en matière de développement durable pour te lancer dans une voie totalement différente qui est celle de la recherche. Et donc aujourd'hui, tu poursuis des travaux de recherche à l'école des hautes études sociales, des sciences sociales, pardon, de l'EHESS à Paris, dans leur cursus de sociologie, où tu suis ton intuition que tu avais, je crois, au moment de cette conversion, de te dire que c'est probablement entre les mains des dirigeants que se tient le levier de transformation et de conversion de la transition de l'entreprise à la durabilité. Et donc, tu nous en diras plus, mais tu mènes donc des travaux de recherche qui portent sur l'identification des ingrédients, ressources, temporalité et conditions systémiques qui permettent la bascule des dirigeants d'entreprise vers la soutenabilité forte. Mais tu nous en diras plus juste après. Alors pour commencer, je vous propose de vous poser à tour de rôle une question qui nous permet de défricher ce sujet. Une question pour Béatrice pour comprendre comment se présentent les enjeux ESG à hauteur d'entreprise et notamment dans une vision très financière. Vous, François, nous proposez votre vision sur comment les entreprises se comportent par rapport à la manifestation de ces nouvelles préoccupations. Et Laetitia, un premier retour sur ces travaux de recherche que tu mènes, plutôt dans une dimension individuelle du dirigeant et des difficultés, des leviers qui peuvent être mobilisés dans cette dimension individuelle. Béatrice, je te laisse la parole en premier pour nous dire, d'après toi, voilà, quelle est la criticité de ces enjeux ESG qui se présentent dans l'entreprise ? Alors, merci Arnaud, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci pour cette thématique que je trouve, avec ma casquette financière, extrêmement pertinente. Parce qu'effectivement, quand on a un prisme financier comme le mien, on voit bien les risques arriver dans les états financiers et dans les comptes. Ça, on les voit bien arriver. Et puis en même temps, on voit bien aussi l'immobilisme des dirigeants, d'une manière très générale. Et quand même, c'est fortement interpellant. Alors, je vais illustrer mon propos. Je vais commencer par exemple, les risques de nature physique. Et déjà en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Henri de Castres, qui alors dirigeait AXA, avait eu cette phrase qui, je pense, est assez connue dorénavant, qui consiste à dire « Nous ne pourrons plus, en résumé, assurer un monde dans lequel on aura un réchauffement climatique de plus 4 degrés ». Et je pense que c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur ce constat, parce que derrière, il y a un mécanisme de nature, entre guillemets, économique et financière extrêmement concret. Ce mécanisme, c'est celui de la mutualisation, c'est-à-dire que le système de l'assurance ne fonctionne que lorsque les cotisations payées par nous tous et nous toutes permettent de financer finalement les sinistres rencontrés par seulement quelques-uns. Le souci, c'est que dans cette équation, si je puis dire, le quelques-uns est en train d'augmenter, parce que la fréquence des sinistres augmente et puis la gravité également des sinistres augmente. Et donc, forcément, c'est comme ça qu'on peut arriver à une situation où le monde de l'assurance, on ne pourra plus être assuré, que l'on soit d'ailleurs un particulier ou qu'on soit une entreprise, hein, même combat.
Le 4 degrés, je ne sais pas quel est votre avis, mais en tout cas, je vous donne le mien. Je pense qu'on y va joyeusement en l'état actuel. On y va tellement joyeusement que globalement, c'est même l'hypothèse retenue par le gouvernement français pour asseoir un certain nombre de politiques. Donc, moi, j'ai hâte, si je puis dire, d'être en 2035 et même déjà dès 2030 et même, j'ai envie de dire, dès maintenant, parce que même dès maintenant, par exemple, en Floride, on a des immeubles qui ne sont plus assurés et en France, on a à peu près 10% des communes françaises qui ne parviennent plus ou avec de grandes difficultés à se faire assurer, avec toutes les conséquences que ça a sur les tarifs d'assurance, les franchises et j'en passe, etc. Bon. Ça, c'est juste pour la partie risque physique. Et puis après, je continue le déroulé. Il y a le risque de transition. Alors, je remets ma casquette, ma double casquette, DAF et puis directrice RSE. Et alors, risque de transition, qu'est-ce que je vois arriver dans les comptes? Eh bien, je vois potentiellement des ressources dont le prix va augmenter, que ce soit des matières premières, que ce soit l'énergie, on l'a tous vécu en entreprise ou chez nous, que ce soit l'eau. J'attends de voir l'impact de la nouvelle directive là, qui vient de sortir sur l'eau. Je pense que ça va être très intéressant. Du côté des consommateurs, cette fois, je regarde un peu le haut du compte de résultat. Je me dis, ah ben oui, mais les consommateurs, ils veulent de plus en plus du vert, ils veulent de la durabilité. Donc, ils peuvent switcher dans leur comportement assez facilement. Ça peut arriver. Donc je continue mon équation financière, je dis oulala, ma rentabilité peut potentiellement se dégrader, rentabilité qui se dégrade égale valorisation d'une entreprise qui se dégrade aussi. Voilà. Dans cette équation, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié les actifs qui, dans certains cas, peuvent perdre de la valeur. Totale ou partielle, c'est ce qu'on appelle en anglais aussi les stranded assets. Bon, voilà. Donc, les risques sont majeurs, ils sont clairement là. Ils vont avoir un impact sur les entreprises, sur leurs comptes. Donc, il est urgent que nos dirigeants réagissent ou que nous les fassions réagir. Et j'imagine qu'on verra les solutions par après. Est-ce que je peux te demander de donner une ou deux illustrations d'entreprises assez récentes qui sont confrontées à ces enjeux ESG et qui ont des répercussions très très concrètes sur leurs grands agrégats financiers, sur leur valorisation? Est-ce que tu as des exemples qui te viennent spontanément à l'esprit? Alors, les exemples, je peux difficilement parler pour des raisons de confidentialité de celui que j'ai vécu, parce que tout ça c'est du vécu évidemment dans la vie professionnelle. Mais par contre, peut-être pour répondre à ta question, l'une des conséquences très très concrètes pour un chef d'entreprise, ça va être la difficulté à trouver des financements. Déjà, en temps normal, ça nécessite quand même, quand une entreprise va bien, ça nécessite quand même une bonne dose d'énergie pour un dirigeant d'ETI, de PME, pour trouver des financements. Mais quand en plus la rentabilité est dégradée, la valorisation est dégradée, que vous avez des actifs qui perdent leur valeur du fait des risques physiques et de transition, il faut quand même globalement bien se dire que c'est dorénavant mission impossible de trouver des financements. Alors même, et c'est là quand même tout le paradoxe de l'histoire, que investir et donc trouver les financements qui vont derrière, c'est fondamental pour asseoir la transition et la transformation. Voilà ce que je peux te dire, Arnaud, en réponse à ta question. Merci, merci. François, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est que bon, vous avez ce poste d'observateur unique à la croisée des grands donneurs d'ordre, des grands groupes français et puis du tissu économique local, territorial, des TPE, PME. Comment vous voyez, et vous les côtoyez en permanence, comment vous les voyez se positionner, réagir à l'émergence de plus en plus puissante de ces problématiques ESG? Est-ce que vous voyez des particularités assez différentes entre les grands groupes et les PME? Et puis, peut-être une dernière question, est-ce qu'il vous semble que la réaction qui est proposée par, par ce tissu est à la hauteur des enjeux? Et notamment, est-ce que les dirigeants et les administrateurs vous semblent avoir pris la mesure de la criticité de ces risques? Alors c'est vrai, Arnaud, que si on devait poser un diagnostic, je pense qu'il faudrait essayer de le différencier d'abord en fonction des trois lettres
E, S et G, parce que le diagnostic est sans doute pas le même s'agissant des initiatives sur la partie environnementale que sur les parties sociales et de gouvernance. Et en effet, je pense que les deux autres distinctions à faire seraient en fonction de la taille des entreprises et en fonction aussi des secteurs d'activité. Donc difficile quand même d'évoquer là une dynamique globale sans faire mention de ces différences. Moi, si je peux me permettre de challenger légèrement la question qui nous est posée et finalement le diagnostic préalable tel qu'il est suggéré par la question, je pense qu'on est davantage globalement dans l'écosystème productif français dans une situation d'attentisme que dans une situation d'immobilisme. L'immobilisme, c'est quand même, je reste couché et puis finalement je ne me préoccupe pas du sujet et j'ai ma responsabilité dans le fait que je ne veux pas ouvrir mes œillères et que je joue la politique de l'autruche. Par contre, l'attentisme, que je qualifierais d'ailleurs plutôt d'attentisme bienveillant que j'observe au niveau des entreprises, il est, alors on n'est pas là pour parler tout de suite des causes, je sais, mais en tout cas marqué aussi dans un contexte macroéconomique d'incertitude quand même assez forte. C'est pas évident pour les entreprises de déclencher sans doute des plans d'action à la hauteur de ce qu'on attend. Donc c'est forcément déceptif du fait des contraintes, je dirais, exogènes qui pèsent sur les entreprises aujourd'hui quand on regarde un peu l'état des lieux des initiatives. Pour autant, c'est vrai qu'il y a par exemple une étude récente au plan européen qui montre, et c'est un point de différenciation important en fonction des tailles d'entreprise, que les grosses PME et les ETI sont déjà passées à l'action. On estime qu'il y a au moins une entreprise européenne sur 6 au niveau de celles qui ont déjà une taille, c'est-à-dire conséquente, au-delà de 500, voire 2000 salariés, qui a déjà bâti une feuille de route décarbonation, par exemple. Ce qui veut dire, à contrario, que le problème qui est devant nous, c'est celui de la généralisation des dispositifs et de leur accélération dans les PME. Il est évident que quand vous êtes dirigeant d'une entreprise de moins de 50 salariés, que vous n'avez pas forcément un pilote dans ce petit avion pour assurer la gestion des dossiers ESG, RSE, c'est quand même plus compliqué que lorsque vous êtes à bord d'un navire amiral qui a quand même structuré sa démarche et qui peut se permettre en effet de s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est un premier point de différenciation, je pense, par rapport aussi à ces notions de taille. Je parlais d'attentisme bienveillant parce que moi, je suis absolument persuadé que d'abord, et c'est le premier niveau du curseur, mais il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience entre le niveau de maturité qu'on observait chez les chefs d'entreprise avant Covid, schématiquement, et puis aujourd'hui, il y a un écart absolument fantastique. Il y a un écart fantastique qui va dans le sens effectivement d'une prise en compte effectivement de ces enjeux dans la gouvernance et dans la politique de leur entreprise. Toutefois, tout le monde n'a pas en tête à la fois le même périmètre d'action et la même profondeur, je dirais, d'investigation de ces sujets. Si j'évoque la question du périmètre d'action, c'est qu'au fond, rien que sur la partie environnementale, sur lequel je me permettrai de focaliser mon propos, on voit que certains entrent dans le sujet parce qu'ils ont un enjeu au niveau de la biodiversité, d'autres au niveau d'une consommation d'eau qui doit être plus économe, d'autres s'intéressent à l'économie circulaire et au réemploi des produits, et puis d'autres vont être particulièrement sensibles à la question de leurs externalités négatives, c'est-à-dire au fond des émissions aussi qu'ils peuvent émettre dans l'atmosphère au niveau des gaz à effet de serre. Donc je crois qu'il y a des points d'appréhension très différents d'une entreprise à l'autre en fonction de son secteur d'activité, de sa taille et aussi de sa stratégie sur ces différents aspects. Donc certains ont une appréhension très large qui conduit tout naturellement à bâtir un diagnostic et un plan d'action RSE ou ESG, et d'autres vont entrer en se disant moi je vais par exemple faire un bilan carbone parce que c'est quand même un élément qui va entraîner des transformations assez importantes dans mon business model ensuite. Donc voilà, je crois que c'est très compliqué de porter une appréciation globale. J'ai quand même l'impression que les choses se mettent en place. Alors moi, de mon côté, en tant que DG de Pacte PME, ce que je peux dire, c'est qu'on a lancé l'an dernier une alliance pour la décarbonation et la transition énergétique. L'idée de cette coalition, c'était de faire en sorte que les grands groupes puissent exercer une pression
amicales, mais de plus en plus fortes, sur leurs PME fournisseurs pour les inciter à entrer dans un bilan carbone, un plan d'action et ensuite des étapes de mise en œuvre des solutions technologiques. Qu'est-ce qui ressort de ça du point de vue des chiffres et que nous disent les chiffres? Il ressort qu'avec 13 grands groupes, ce qui est pas mal, mais enfin, je préférerais qu'on ait l'entièreté du CAC 40 et du SBF 120, mais enfin, on a déjà réussi à mobiliser 13 grands groupes, et pas les moindres, hein, parce que là-dedans, il y a du Engie, EDF, Bouygues, Sanofi, Schneider Electric, et d'autres puissants du côté privé et du côté public. Avec ces 13 grands groupes, on a réussi à passer un message à 3000 entreprises. 3000 entreprises, c'est 10% des PME industrielles françaises. Sur ces 3000 entreprises, il y en a 2500 qu'on a réussi à sensibiliser, c'est-à-dire à évoquer avec eux le sujet à l'occasion d'un webinar, d'un atelier de décarbonation sectorielle de 2h30, donc de faire de la sensibilisation douce. Par contre, quand on a voulu passer à l'action avec eux, sur les 2500 qui ont accepté d'être sensibilisés, il n'y en a plus que 600 qui ont accepté de remplir une enquête de maturité. Et quand j'ai voulu franchir le curseur d'après, qui est de savoir comment est-ce qu'on passe maintenant à l'action en s'engageant dans un parcours d'accompagnement bilan carbone avec toutes ces étapes, là je viens de franchir la barre fatidique des 100. Donc j'ai 3000 entreprises au départ, j'arrive à en sensibiliser 3/4. Par contre, j'en ai moins de 2 ou 3% que j'arrive à embarquer dans un parcours d'accompagnement complet. Alors, je ne dévoile pas ce qu'on va se dire après sur les causes, sur le pourquoi, mais en tout cas, par rapport à la dynamique, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a quand même, et je résume, prise de conscience. Clairement, tout le monde est intéressé par le sujet quand on en parle. Les gens sont prêts à y consacrer une demi-journée parce qu'ils se disent je vais toujours apprendre quand même quelque chose. Par contre, s'engager dans la durée, dans un vrai plan d'action avec des investissements à consentir pour investir dans des solutions propres, c'est une autre affaire. Je m'arrête là. Et je crois que c'est une parfaite transition, Laetitia, pour ton sujet. Toi, tu t'es interrogé au niveau de l'individu, donc qui sont ces dirigeants qui sont à la tête des entreprises. Et tes travaux de recherche portent précisément sur tous les facteurs qui font que l'individu va être plus ou moins sensible, plus ou moins réactif à cette évolution de contexte et à la mise en œuvre d'une stratégie de développement durable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et les premiers résultats des travaux que tu as pu mener ces derniers mois? Oui, merci de me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, moi, il y a 18 mois, j'étais à la tête d'une de ces PME dans le secteur de la cybersécurité, dans la région toulousaine, et je me suis confrontée à toutes ces questions, à toutes ces difficultés. Et la question finale qui m'a fait passer à la recherche, c'était « mais pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'y arrive pas à faire ce pas de plus ?» J'ai choisi d'aller faire de la recherche en sociologie pour essayer de comprendre ce qui se passait chez les dirigeants. Je suis donc à l'école des hautes études en sciences sociales pour quelques années et je me pose la question de ces dirigeants qui arrivent à mettre les enjeux écologiques et sociétaux au centre de leur modèle d'affaires, au même niveau que les enjeux économiques qui sont leur première responsabilité. Tout à l'heure, j'étais dans une conférence où quelqu'un rappelait Friedman qui disait que la responsabilité de l'entreprise est de maximiser le profit. Alors, c'est une théorie, mais c'est aussi une réalité. Quand on est sur le terrain et qu'on dirige une entreprise, il faut pérenniser l'entreprise, il faut payer les salaires, etc. Comment on fait en tant que dirigeant pour mettre les enjeux sociétaux et écologiques au centre, une fois qu'on est convaincu que c'est la bonne chose à faire? Et c'est un peu ma question de recherche. J'ai choisi de l'aborder du point de vue de la sociologie, pas de la psychologie. Je voulais rebondir aussi sur la formulation de notre question d'aujourd'hui, l'immobilisme, qui, si je me remets dans ma peau de dirigeante, est un peu une question culpabilisante. Est-ce que c'est ma faute si ça ne bouge pas? Est-ce que j'y arrive pas? Et justement, ce qui m'intéresse dans l'approche sociologique, c'est d'aller chercher ce qui me rendrait capable, ce qui rendrait les dirigeants capables de faire ce pas. À la fois en termes de capacité, on se forme, les dirigeants se forment, ils vont chercher, ils se sensibilisent, ils écoutent, ils comprennent. Mais ils développent des capacités. Mais ensuite, il y a un ensemble de conditions économiques et sociales qui font que les choses se convertissent en action ou pas. Et c'est ça que j'étudie dans mon travail de recherche. Alors, comment je fais ça? Concrètement, je suis encadrée par une directrice de recherche qui est sociologue du travail, qui m'accompagne sur la partie théorique de ma pensée. Alors, je vais vous parler un peu de recherche. Désolée, il y a un peu de jargon, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. S'il y a des notions qui ne sont pas familières, vous me poserez des questions. Mais l'idée, c'est qu'on développe un projet
de recherche terrain, de recherche très empirique, avec une sociologie très pragmatique. On n'est pas dans une logique de sociologie critique où l'entreprise serait le mal et où il faudrait changer entièrement le système, mais plutôt dans une logique de sociologie pragmatique où on accepte qu'il y a un système, qu'il est tel qu'il est, et où on cherche à regarder le pouvoir d'agir des acteurs dans ce système. Donc typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va donner du pouvoir d'agir aux dirigeants de PME, de TI, de grands groupes dans ce système. Donc je fais une enquête de terrain et je vais rencontrer des pionniers, des dirigeants très engagés qui sont à la tête d'entreprises dont le modèle d'affaires est déjà aligné avec la soutenabilité forte, donc le fait de mettre les enjeux écologiques et sociétaux au centre de leur modèle d'affaires, qui ont dépassé vraiment le stade de la RSE périphérique, réglementaire, de conformité, qui sont allés au-delà en questionnant des choses fortes sur leur création de valeur, sur le partage de la valeur, sur leur gouvernance. Je vais rencontrer ces individus et je parle avec eux de leur parcours de vie, je leur fais raconter leur récit de vie. Moi, mon objectif, c'est d'identifier chez eux qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Quelles réalisations de valeur ils font dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et je vais creuser avec eux sur quelles ressources ils s'appuient et quels sont les facteurs de conversion, même si je ne le formule pas comme ça quand on est dans la conversation. Mais moi, mon analyse derrière, c'est celle-là. C'est d'analyser des ressources dans la vie des individus, des facteurs de conversion sociaux, environnementaux, écologiques autour d'eux, qui permettent de développer des actions différentes des autres dirigeants d'entreprise. Tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de l'étude des capacités, qui a été une théorie mise au point par l'économiste Amartya Sen, économiste indien, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux sur le développement humain. Et nous, on le transpose avec ma directrice de recherche au monde de l'entreprise et de l'entrepreneur pour comprendre quelles capacités, on en reparlera après, sont développées par ces individus qui sont pionniers dans la mise en œuvre d'actions alignées avec la soutenabilité forte. Voilà un petit peu. Merci. Ben écoute, tu pourras nous partager aussi quelques pistes de résultats sur les facteurs en question dans ce tour de table. Donc, la question que je vous pose maintenant à tous les trois, avec vos points de vue différents, c'est, alors j'ai bien noté la remarque sur immobilisme, plutôt parler d'attentisme, qui serait même plutôt superficiel, hein, puisque a priori, il y a quand même des tendances, d'après ce que vous dites François, qui sont assez structurelles et qui nous portent à avancer, avec peut-être un petit décalage dans le temps d'entreprises plus petites et plus éloignées de ces préoccupations sectoriellement. Mais question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous voyez des facteurs externes, internes, qui retardent ou qui rendent périlleux, difficile la mobilisation des entreprises face à ces risques dont on sait et dont on perçoit qu'ils peuvent être potentiellement très critiques pour les entreprises? Alors, qui veut se lancer? Laetitia? Oui, je garde la parole. Là, je vais répondre de mon point de vue de dirigeante de PME plutôt que de chercheuse. Moi, quand j'ai essayé de mettre en place une stratégie RSE, je m'étais formée chez toi, Arnaud, et j'ai commencé à travailler sur quels sont mes enjeux. Nous sommes une PME d'une 20aine de personnes dans un petit groupe de 80 personnes avec en gros 2 DG et un président, actionnaire. On a identifié nos enjeux, on a formé nos CODIR, et puis à un moment donné, ça a bloqué. On s'est immobilisé. Et avec du recul, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui bloque à ce moment-là. Il y a 3 sujets qui sont importants pour moi. Il y a la question des coûts pour une PME. Ça, c'est incontournable. Ça va coûter quelque chose. On a des marges qui ne sont pas faramineuses, qui ne nous permettent pas d'aller très très loin. Donc tout est calculé. Il y a la question du temps qu'on va y passer. Vous l'avez dit tout à l'heure, François, on n'a pas de département RSE concrètement dans une PME, même de 80 personnes, on n'en avait pas. Donc c'est un des dirigeants qui va s'occuper de ce travail-là. Or, la tête dans le guidon en permanence sur des sujets opérationnels, c'est compliqué de trouver du temps pour ces sujets-là. Et surtout, nous, ce qui a bloqué, c'est que moi, je ne voulais pas faire une RSE périphérique, je voulais venir faire de la RSE stratégique, et ça supposait de questionner notre création de valeur. Et là, c'est difficile. Même si c'était nous qui avions fondé l'entreprise, aller toucher à comment on crée de la valeur, comment on gagne notre vie dans l'entreprise, ça soulevait énormément de questions, ça tirait des fils complexes à traiter dans l'entreprise. Et ça a été aussi un des facteurs qui a ralenti notre avancée dans la mise en œuvre d'une véritable stratégie opérationnelle ensuite. Donc, c'était les 3 points que je
que je voulais partager. Pour marcher dans les pas de Laetitia, vous comprenez bien que moi, je me suis interrogé sur pourquoi, au départ, j'avais 3000 entreprises que je pouvais toucher sur la décarbonation et pourquoi j'en avais 100 à l'arrivée qui s'engageaient dans un parcours. Et je me rends compte qu'au-delà du coût, Laetitia, il me semble qu'il y a un rapport coût-avantage. Un rapport coût-avantage qui n'est pas très clair dans l'esprit des dirigeants. C'est-à-dire que le coût est visible. Le coût est visible à court terme. Par contre, les bénéfices sont moins visibles et ils apparaissent à moyen terme. Donc c'est aussi ce décalage temporel entre l'investissement que je vais mettre et le retour sur l'investissement qui n'apparaît pas tout de suite, qui est difficile du coup à appréhender pour les dirigeants. C'est certain que si je dis à un dirigeant entre dans un parcours de décarbonation, tu vas réduire tes coûts énergétiques, c'est vrai, mais ça suppose en effet qu'il change complètement ses installations entre les deux, que peut-être dans un certain nombre de cas, il modifie son business model, et du coup, c'est vrai que c'est un retour à 2 ou 3 ans. C'est pas long, 2 ou 3 ans. Mais quand on est dans un contexte de trésorerie extrêmement serré, c'est en réalité très long. Ça, c'est le premier paramètre, moi, qui me paraît vraiment important. Je ne reviens pas sur la question, effectivement, du pilotage, encore que, parce que, du coup, ça fait un peu le lien avec la collaboration qu'on a avec Arnaud, avec une autre casquette que j'ai au titre de l'ESCP Business School, c'est le sujet des compétences. C'est-à-dire que si on veut véritablement que la transition écologique, la transition numérique et tous les éléments de transformation de l'entreprise avancent beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on ait les compétences pour animer les sujets en interne dans les entreprises. C'est-à-dire, pour le dire autrement, préparer nos collaborateurs et nos managers aux métiers d'avenir. Et là, on a un boulevard considérable parce que d'un côté, on sait qu'on a des besoins, par exemple, en termes d'emplois verts qui sont considérables, mais on a de nombreuses tensions, que ce soit sur les emplois verts ou d'ailleurs sur le numérique, sur le marché du travail. Parce que les employeurs, les dirigeants de PME en particulier, ils ne les trouvent pas, les compétences. Donc si on ne trouve pas les compétences, on ne peut pas non plus faire le job qui est derrière. Donc je pense que ça, c'est un problème structurel qu'il faut arriver à lever avec des dispositifs tels que le SCP, mais d'autres peuvent en faire d'autres, mais commence à construire. Nous, on a bâti un dispositif qui s'appelle le SCP Extension et qui vise à proposer aux cadres du privé et du public de se former sur 150 heures pour se préparer à se reconvertir vers les métiers de la transition écologique notamment, ou en tout cas, via cette formation, de les aider à verdir finalement leurs fonctions actuelles, qu'ils soient dans une fonction de marketing, RH, finance. On voit bien qu'il y a un enjeu de transformation de ces fonctions, et c'est pas Béatrice qui me dira le contraire sur la partie financière. Donc pour moi, ça c'est un deuxième facteur extrêmement important. Et puis quand même, on va pas se leurrer, j'ai évoqué juste de façon trop subliminale la question du contexte macroéconomique et de la trésorerie. Il y a un sujet en effet de coût. Mais là aussi, il y a les coûts visibles et les coûts moins visibles, les coûts de court terme et de moyen terme. En gros, moi, je suis absolument persuadé qu'un dirigeant ne s'engage pas dans un bilan carbone, non pas parce que ça va lui coûter entre 4, 6, 7 000 euros en fonction de sa taille, est-ce qu'il est industriel, est-ce qu'il est monosite, multisite. C'est surtout parce qu'il sait qu'il va devoir investir des centaines de milliers, voire des millions d'euros derrière pour adopter des solutions énergétiques qui soient propres et plus efficientes. Donc c'est ce chemin-là en fait qui est compliqué. Et autant je pense que les pouvoirs publics ont contribué via des subventions publiques, notamment à la réalisation des bilans carbone, donc sur la partie amont, autant sur la partie aval, et avec déjà de l'effort de tous les banquiers et d'un certain nombre de financeurs, sur cette partie-là d'investissement, on voit bien, et rappelez-vous les chiffres qui étaient énoncés par le rapport Pisani-Ferry l'an dernier, on voit que la transition écologique, vraiment, dans les entreprises, ce serait environ 60 milliards d'euros de plus chaque année. Or, aujourd'hui, pour vous donner qu'un seul chiffre, et je m'arrête là, Arnaud, l'État consacre à la protection de l'environnement 55 milliards d'euros chaque année. Alors, c'est pas rien, ça devient un des gros budgets, un des piliers budgétaires au niveau de la dépense publique, mais c'est quand même très en dessous de ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire pour construire ce chemin de transition écologique. Merci François. Béatrice ?
Je ne peux que être d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut aussi soulever peut-être la notion de récit d'un dirigeant. C'est quoi être dirigeant aujourd'hui ? Est-ce que c'est juste regarder le court terme ? Parce qu'effectivement, beaucoup de dirigeants, notamment dans les petites structures, ont le nez dans le guidon et on les comprend tellement bien. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi s'extraire de ce récit dominant. Alors c'est facile à dire, peut-être un peu moins à faire, mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'essayer pour renouer un peu plus avec le moyen et le long terme, et puis avec d'autres dimensions également qui ne sont pas que des dimensions purement économiques, mais vous devinez ce que je vais dire, mais également environnementales, le rapport au vivant, et social, le rapport aux autres. Donc voilà, le sujet du récit, c'est tellement vaste que je m'arrête là pour le moment. Peut-être, Laetitia, ça m'intéresse aussi que tu nous touches un mot sur les attitudes ou les comportements qui accélèrent ou qui rendent plus difficile cette conversion. Oui. Juste pour rebondir sur l'idée des récits, moi je me suis posé la question au-delà quand j'ai dépassé la question des coûts, quand j'ai dépassé la question du temps, eh bien, qu'est-ce qui bloque encore ? Puisqu'en fait, il reste des freins. Je pense qu'il y a une première chose, en tant que dirigeante, je l'ai bien ressenti, c'est les croyances qui m'entourent. Le système, que j'ai appelé à l'époque le système, le fait que pourquoi je le ferais moi, mes concurrents ne le font pas, est-ce que je vais me mettre en danger, quels sont les risques, à quelle échéance je travaille, etc. Donc une espèce d'ensemble de systèmes et de valeurs, c'est bien le sujet de ProDurable cette année, qui m'entourent. Et c'est ça que je voulais questionner en sociologie, justement. Voyons voir comment on peut dépasser cette idée-là. Et puis il y a autre chose, c'est que je crois qu'on est un peu bloqué dans une idée qu'on est en train de faire une transition écologique des entreprises. Moi, je ne crois pas du tout qu'on fait une transition. Je pense qu'il faudrait parler de pivot stratégique. Si on veut mettre la question écologique et sociétale au cœur des entreprises, il faut que ça devienne une question stratégique. Un dirigeant sait faire un pivot. Mais il sait aussi que ce n'est pas la même chose que de faire une douce transition vers quelque chose d'un peu similaire mais différent. Faire un pivot dans un choix de produit, dans une innovation, etc., c'est quelque chose de fondamental pour l'entreprise, de vital, de nécessaire pour continuer à exister. Et ça suppose des investissements en temps, en argent, etc., qui sont différents de simplement faire une petite transition avec des aménagements périphériques. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de ce récit. Enfin, moi, quand je parle avec des dirigeants, maintenant, je vais plutôt sur ce discours-là, qui, je pense, est plus parlant. Et après, pour répondre à ta question, moi, j'ai fait le choix d'aller rencontrer des dirigeants qui avaient déjà fait cette bascule pour essayer de comprendre sur quoi ils s'étaient appuyés. Je peux partager quelques résultats. Mes recherches sont peu avancées. J'ai travaillé une année sur ce sujet. Je dois rencontrer une vingtaine de dirigeants. J'en ai rencontré la moitié. Donc, je suis à la moitié de mon enquête de terrain et je suis au premier tiers de mon analyse. Donc, sous toute réserve de choses qui vont évoluer, je peux quand même partager certaines thématiques qui ressortent chez ces dirigeants qui sont déjà un petit peu, qui ont déjà basculé et qui mènent déjà des entreprises alignées avec la soutenabilité forte, avec toutes les tensions que ça entraîne chez eux. Et le premier sujet qui ressort, c'est celui de la tension. En fait, moi, je me disais que j'allais trouver des ruptures nettes dans les parcours de ces dirigeants, un moment d'épiphanie où ils se sont dit « non, mais il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça ». En fait, non, je rencontre des gens qui ont des expériences fondatrices dans leur vie et puis qui, à un moment donné, vivent des épreuves, comme tout le monde, qui, du coup, les font tomber dans une sorte de trouble, de dissonance. Ils passent alors par des renoncements pour arriver à un réalignement. Et c'est un petit peu ce genre de trajectoire qu'on observe chez les dirigeants qui sont très engagés. Autre chose qu'on voit chez eux, il y a une question du rapport au temps. Le rapport au temps est très questionné. Ils n'articulent souvent pas le passé, présent, futur, comme le commun des mortels que nous sommes. Ils ont une forte conscientisation de leur impact sur l'avenir et de l'impact de leur entreprise sur l'avenir, bien plus que tout le monde. C'est des gens aussi dans leurs relations interpersonnelles qui savent beaucoup sortir de leur entre-soi. Il y a une petite logique de biais de confirmation entre dirigeants, on se conforte, et c'est peut-être ça qui maintient nos croyances dans certaines idées. Et ces gens-là ont des relations interpersonnelles très variées. Ils savent se mettre en confrontation avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées qu'eux, soit plus militants, soit moins. Mais enfin, des gens qui viennent questionner leur certitude.
C'est des gens aussi qui ont un rapport à la liberté dans leur façon de vivre très important. Alors, ils sont entrepreneurs, donc la liberté, c'est quand même quelque chose qu'on met très haut quand on est entrepreneur. Mais là, il y a une liberté vis-à-vis de l'argent et il y a aussi une sécurité financière nécessaire. C'est-à-dire que je rencontre systématiquement des gens dont l'entreprise ou eux-mêmes ne sont pas en insécurité financière ou en insécurité intellectuelle aussi. Il y a quand même une base qui est solide. Et enfin, ce sont souvent des gens qui sont des acteurs terrain, beaucoup dans l'expérience, dans le faire. C'est-à-dire qu'ils ont une vision à 2030, à 2035, je veux que mon entreprise elle soit comme ça, mais je vais commencer par des petites choses, des essais-erreurs, j'accepte de me tromper. Donc je fais par itération. Voilà un petit peu ce que j'observe comme grande thématique, pour le dire très rapidement, mais chez ces dirigeants pionniers qui sont sortis de l'immobilisme, qui ont réussi à faire le pas que plein d'autres pourront faire bientôt, j'en suis sûre, quand on aura compris sur quel levier appuyer pour les former, pour les accompagner dans ce sens-là. Merci Laetitia. Alors pour conclure cette table ronde et avant de laisser la parole à la salle, je voudrais vous poser à chacun la question de nous tourner vers les solutions en étant très bref. Alors une, deux idées, quelques mots. Mais au regard de tous ces points que nous avons soulignés, qu'est-ce qui vous paraît les axes de propositions, de rebond qu'on peut envisager à très court terme ou à moyen terme? Béatrice, tu veux commencer? Alors, moi, mon créneau, effectivement, c'est d'essayer d'engager les dirigeants en leur montrant. Alors là, on n'est pas dans le récit, on est vraiment dans le chiffre et dans le quantitatif. Ce qui peut se passer concrètement concernant la santé financière de leur entreprise. Et je le fais sciemment parce que je pense qu'à ce stade de maturité, malheureusement, une majorité de dirigeants ne comprend encore pour l'instant que ce type de discours. Et donc, mon parti pris, c'est d'utiliser un langage qui est connu. Mais je pense aussi que ce langage a toute sa limite et qu'il faut trouver d'autres approches pour déverrouiller et les engager. Quand vous nous avez demandé de réfléchir à ça, j'avoue que j'ai identifié 5 points. Bon, je vais essayer peut-être de me cantonner à 2 d'entre eux, Arnaud, mais le premier élément qui me paraît important, c'est peut-être dans l'aide qu'on peut apporter aux dirigeants d'entreprise, c'est de les aider au fond à privilégier des solutions plutôt que des démarches. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La solution, c'est quelque chose qui va avoir aussi une traduction en termes de visibilité. En termes de visibilité, de se dire, au bout de ma démarche, grâce aux solutions que j'aurai identifiées, je vais réduire ma consommation d'eau. Je vais réemployer un certain nombre de produits. Je pense à Rossignol, par exemple, qui utilise les rebuts des skis qui ont été mal faits. Bon, je pense à Ikea, qui utilise un certain nombre de matériaux recyclables aussi pour fabriquer ces gammes de produits. Ça peut être extrêmement concret. Et du coup, si c'est concret, ça veut dire que ça parle non seulement aux clients, mais ça parle aussi aux collaborateurs. Et donc, ça permet d'embarquer tout le monde. Donc, je suis plutôt partisan d'une logique de solution par rapport à une logique de labellisation ou de certification qui pousse un peu, il faut bien le dire, et je l'ai vu dans différents environnements professionnels, au bachotage. Et je dirais que si on a adopté les solutions et qu'on les a mises en œuvre, ce sera d'autant moins difficile si on veut vraiment se plonger ensuite dans la labellisation, puisqu'on aura la reconnaissance d'un authentique travail, et pas seulement d'un travail de rédaction de procédure qui aura été fait. Ça me paraît être un premier point extrêmement important de réussite. Le deuxième point, donc, puisque je dois vraiment choisir parmi toutes les idées, c'est aussi de penser... Alors, de penser business quand même, du coup. Je nous ramène à un autre point opérationnel, c'est quand vous êtes une PME, en particulier évoluant dans le monde industriel, une grande partie de vos débouchés, ça va être les grands comptes, quand on est dans une logique B2B. Et si je suis dans une logique B2B, je vais faire ce travail non seulement parce que je m'en suis fixé des objectifs internes, mais aussi pour pérenniser ma relation avec les autres entreprises. Vous savez qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui positionnent par exemple des critères carbone
dans leurs appels d'offres. Ça va représenter jusqu'à 25-30% du choix. Alors si vous êtes nul en termes de réponse, en termes de performance industrielle, etc., vous n'aurez pas le marché. Par contre, si vous êtes très bon, mais que vous avez des très bons à côté de vous, ça va être un élément de différenciation que d'être entré dans un parcours carbone. Donc ça peut être quelque chose qui peut être aussi de l'ordre de l'incitatif. De la même manière, je pense effectivement que la commande privée et publique doivent justement continuer à s'adapter pour prendre en compte davantage cette dimension ESG. Et enfin, si Arnaud me le permet, j'ajoute peut-être un dernier point, parce qu'effectivement, je reboucle avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je crois effectivement qu'il y a encore un gros travail à faire au niveau des incitatifs publics pour effectivement amener les pouvoirs publics à être véritablement derrière les entreprises dans ce travail de transformation, effectivement, qui va bien au-delà des transitions. Et là-dessus, je pense que ce soit sous l'angle du financement, ou peut-être également sous l'angle de la logique de rationalisation, je dirais, de l'accompagnement qui est proposé aussi aux entreprises, il y a beaucoup de boulot. Je m'explique. Sur la décarbonation, par exemple, l'an dernier, j'avais fait un travail de cartographie avec un consultant qui nous amenait à considérer qu'il y avait environ 600 opérateurs sur la place. Quand vous êtes dirigeant de PME au fin fond de la Lozère, la Franche-Comté ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et que vous devez vous dire je dois y aller, mais en même temps à qui je m'adresse pour m'accompagner sur le dispositif, et est-ce que je suis capable vraiment de différencier ce que me propose tel opérateur plutôt que tel autre, c'est très compliqué. Donc je crois que s'il y a un travail qui peut être avancé, c'est aussi en termes de labellisation, à la fois pour s'assurer que les opérateurs du marché respectent bien des exigences techniques, conformes par exemple à un cahier des charges ADEME sur la partie transition énergétique, mais qu'également, dans le rapport qualité-prix de ce qui est proposé, profondeur d'analyse, accompagnement, on a bien une capacité à différencier les offres et donc à faciliter le choix des PME. Donc tout ce travail-là, me semble-t-il, reste encore très largement à faire aujourd'hui. En une minute, du coup, pour m'en tenir à mon travail de recherche sur les dirigeants eux-mêmes et sur ce qui permettrait au niveau de leurs croyances, vision du monde et valeurs, de dépasser l'immobilisme. Ce qui ressort de notre projet de recherche aujourd'hui, c'est deux grandes capacités. La première, c'est la capacité à adopter une vision systémique des choses. Donc, s'il y a peut-être quelque chose qu'il faut travailler au niveau de la formation des dirigeants ou de l'accompagnement des dirigeants, c'est ce point-là. Et la deuxième capacité qui nous semble importante, c'est la capacité à renoncer, à se limiter dans ses choix, qui donne accès à un véritable pivot stratégique pour la conduite des affaires de son entreprise alignées avec des limites planétaires, par exemple. Voilà. Eh bien, merci pour ces pistes de réflexion. Alors, on va prendre les quelques minutes qui nous restent pour des questions dans la salle. Je vois que des mains sont déjà levées. Est-ce que Mao, tu veux bien faire circuler un micro, s'il te plaît? Ah, super. Merci. Déjà, merci de ne pas parler de CSRD. J'ai une question. En fait, vous avez beaucoup parlé du fait que les dirigeants d'entreprise ne voulaient pas vraiment investir, pour des questions notamment de trésorerie, dans des actions et notamment des solutions qui sont liées à la RSE, etc. Parce que leur horizon, c'était 2-3 ans et que pour eux, ça représente beaucoup de contraintes. Mais à contrario, on ne peut pas leur dire que, en effet, c'est 2-3 ans ou peut-être voire plus, 5 ans, où il faut se serrer la ceinture, faire des choix qui peuvent signifier qu'on renonce. Mais de l'autre côté, dire que c'est un investissement sur le temps. On parle de 2030, 2035, enfin même on peut parler de 2100. Je souhaite aux entreprises d'avoir cette longévité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un argument de dire il faut qu'on soit dans le temps long, contrairement notamment à la politique en France et en Europe, et dire c'est un investissement sur l'avenir qui va nous permettre de réduire les risques, que ce soit les assurances, que ce soit en fait tout ce qui est lié à l'urgence climatique. Je peux dire juste 2 mots, mais qui seront complétés par les autres panélistes. Mais le premier, c'est qu'effectivement, je crois que c'est Laetitia qui l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc effectivement, sur ce sujet, il faut se préparer à avoir un budget, j'allais dire écologie, permanent.
dans la durée. Donc ça facilite en effet l'entrée dans une logique d'investissement, d'amortissement et d'inscription effectivement de ces investissements dans la durée. Vous avez complètement raison. Après ça, puisqu'il y a beaucoup de dirigeants de PME dans la salle et aussi sur la scène, on le sait, l'être humain a tendance à privilégier le très court terme sur le moyen terme, parce que le très court terme, c'est aussi le mur là, qui est devant soi, et il faut arriver à le franchir. Et c'est vrai que quand on a moins de cash disponible, quand on a peu de visibilité sur son carnet de commandes, que le climat des affaires n'est pas bon, eh bien forcément ce ne sont pas vers les choix d'investissement écologique qu'on se tourne en priorité. On a sans doute tort, mais le problème c'est que si on a raison seulement à long terme mais qu'on meurt à court terme, comprenez qu'il y a évidemment une difficulté, qui est celle de tous les dirigeants, qui est peut-être effectivement dans la gestion du très court terme, de toujours se laisser peut-être une portion, une part d'investissement qui est quand même consacrée toujours au moyen long terme, au cas où on arrive à se sortir du court terme. Mais c'est très compliqué, on sait que la situation des dirigeants est parfois très anxiogène. Les crises ont succédé quand même aux crises depuis la pandémie, et en tout cas, c'est effectivement pas une injure que de dire aux dirigeants qu'effectivement, oui, ils sont dans une espèce d'attentisme parce que c'est difficile de faire beaucoup mieux. Après ça, je pense beaucoup, puisqu'on parlait de récits, etc., je crois aussi beaucoup à l'effet mimétique. Donc, petit à petit, quand même, on voit que les bonnes pratiques, moi je suis très favorable aussi à non pas montrer du doigt les mauvaises, mais aller plutôt repérer les bonnes et les ressorts qu'il y a chez ceux qui font mieux que les autres pour s'en inspirer et se dire... S'il l'a fait, pourquoi pas moi? Allez-y, je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Marie. Merci à tous les quatre, en tout cas, de la thématique et d'être intervenus. Je vais poser des questions un petit peu directes, excusez-moi sur la forme, mais je ne peux pas m'empêcher de me projeter dans le diagnostic que présentait Madame Maillard et poser la question à Monsieur Perret. C'est pour vous, dans un monde à plus 4 degrés, parce qu'il semble effectivement que c'est ce qui nous attend, quelles sont, selon vous, les compétences dont les PME vont avoir besoin pour faire face à cette situation ? Moi, quand je me suis intéressé au sujet dans le cadre de l'ESCP Business School en me disant il faut qu'on forme les compétences de demain en développement durable et en transformation numérique, je ne vous cache pas que je suis un peu resté sur ma faim. Parce que j'ai évidemment été voir ce qui est le réflexe naturel, tous les grands rapports, France Stratégie, etc. Et ils sont relativement peu précis sur le sujet. Globalement, ils ont d'abord tendance à nous enfermer dans une vision qui est on forme des ingénieurs, mais le reste de la population, cadre et non cadre, est relativement peu étudié. Or, je pense que sur ces sujets-là, il y a bien une nécessité d'embarquer l'ensemble de la population active. Ensuite, je dirais, pour faire extrêmement simple, nous, ce qu'on a prévu de faire avec le SCP, c'est de former les gens à être capables de faire un diagnostic et un plan d'action vert adapté à leur poste de travail. De leur donner des éléments qui leur permettent demain de devenir responsables d'un département RSE, ce qui suppose l'acquisition d'outils et de méthodes permettant effectivement d'aller jusqu'à la labellisation d'une entreprise en passant par un état des lieux, un plan d'action, sa mise en œuvre et son évaluation. Et puis la possibilité de devenir aussi consultant développement durable, parce qu'on voit bien que l'accompagnement est souvent également extérieur, et se doter effectivement là aussi de la connaissance des grands enjeux, des grands référentiels, et ensuite des outils et méthodes qui vont permettre de confronter son poste de travail, son département ou son entreprise à ces référentiels environnementaux et sociétaux, permet d'avancer. Donc n'allons pas chercher des choses trop compliquées. Je pense que l'enjeu, ça va être de passer de ce degré minimaliste, à mon avis, aujourd'hui, de sensibilisation à notre sujet. C'est-à-dire que si maintenant on devait interroger chaque salarié, je pense que chacun a des éléments de points de repère sur la neutralité carbone 2050, quelques premiers points de repère. Il faut arriver à passer de ce background-là minimum à un niveau qui est « je suis capable d'agir pour mon entreprise ». Je crois que c'est ça pour moi l'enjeu, c'est passer de « j'ai conscience de » à « je suis capable d'aider mon entreprise à se transformer ». Justement, par rapport à ça, parce que j'ai
par rapport aux entreprises, justement, vous avez beaucoup parlé de l'importance de sensibiliser les chefs d'entreprise et l'ensemble de la population, ou des salariés, ou des parties prenantes. À partir du moment où on prend conscience de l'évolution, j'imagine que beaucoup de chefs d'entreprise prennent aussi conscience que leur activité va certainement être amenée à disparaître. Comment accompagnez-vous ces PME? Comment eux-mêmes se projettent? Comment on renonce, en fait? Parce que vous avez parlé, Madame Ménard, du renoncement. Même nous, en tant qu'individus, on va tous avoir à faire des choix. Donc, comment est-ce que les entreprises qui prennent conscience qu'elles n'existeront peut-être plus dans quelques années se positionnent aujourd'hui en termes de peut-être nouvelles activités ou le fait de rebondir sur autre chose? Je pense personnellement que c'est une démarche approfondie de questionnement du modèle de l'entreprise pour aller vers ce qu'on appelle un modèle d'affaires durable, qui va permettre à un moment donné d'aller dans cette dynamique de renoncement. Ça, c'est côté entreprise. Après, moi, ce que je peux vous dire à titre personnel, la réorganisation de la façon de vivre, je peux vous dire que le renoncement, en fait, il est passé sur certains sujets comme une lettre à la poste, parce qu'en fait, c'est tellement génial de renoncer à certaines choses pour aller vers d'autres, que du coup, le renoncement, non seulement il ne m'a pas coûté, mais en plus, il m'a carrément apporté. Et je suis ravie d'avoir renoncé à certaines façons, à certaines facettes de nos modes de vie d'aujourd'hui, quoi. Bon, bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci à vous toutes et tous pour vos interventions. Merci à vous d'avoir suivi cette conférence. Et bonne journée à Produrable.